Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode 2 d'Eleven Insiders, le nouveau podcast d'Eleven Sport. On est parti pour 45 minutes de débriefing avec au sommaire deux thèmes, le Classico et Carrasco. Ça rime forcément et ça va donner plein de débats ici en studio avec un Classico terne remporté par le Sporting d'Anderlecht, des rouges courageux face à des mauves incapables de tuer la rencontre. On y revient dans quelques instants avec des invités, bien sûr, ici dans notre studio. Et puis Carrasco version Colchonero ou version Diable. On en débat aussi avec nos invités. Eleven Insiders, c'est parti. Et je vous présente nos invités, donc le plateau avec les deux consultants, Alexandre Teclac. Salut Alex. Salut Genzo. Tout va bien? Ça va, salut Guillaume. Et Guillaume Gauthier est avec nous aussi, journaliste pour le Sport Foot Magazine. Salut Guillaume. Salut Vincenzo. Et puis ils nous font le plaisir d'être en direct avec nous, l'un depuis Londres, l'autre depuis la Turquie. Il s'agit bien sûr d'Albert Sambi Lokonga, joueur d'Arsenal, désormais ex-Sporting d'Anderlecht, et Paul-José Mpoku, qui évolue à Konyaspor, ex-Standard. Salut les amis. Bonjour à tous, bonjour. Merci d'être là, je le disais. On fait vite une petite parenthèse avec, forcément, on prend des nouvelles. On commence par l'aîné, Polo. Comment ça se passe à Konyaspor? Je sais que tu n'as pas beaucoup joué, il y a eu un petit souci au niveau du mollet, petite blessure, mais vous êtes pas mal la troisième de cette Super League turque. Ouais, c'est vrai qu'on a eu un bon début de saison où j'ai joué les trois premiers matchs et puis j'ai eu une petite blessure, donc j'ai pas joué le quatrième match et hier je suis rentré. Et pour le moment, on n'a pas perdu, donc c'est bien, il faut continuer comme ça. Et on espère qu'on ira le plus loin possible dans ce championnat. Ouais, défier bientôt un certain Michy Batshuayi aussi. Ça, ce sera un beau match dans le match du côté de Londres. Albert Sambi Lokonga, une demi-heure hier lors de la victoire face à Burnley. 13e place pour les Gunners, mais voilà une intégration qui se fait pas à pas, mais qui est positive, Albert. Ouais, comme tu as dit, je pense que c'est une intégration qui se fait petit à petit pour moi. Tout se passe bien, je suis bien installé. Malheureusement, on n'a pas eu le meilleur début de championnat, mais bon, là, on commence à se retrouver. Il y a des victoires qui viennent, donc c'est bien, il va falloir continuer comme ça. Mais le meilleur de la fratrie ce week-end, c'était Fabrice, buteur, j'ai vu ça. Avec son nouveau club. Donc on le félicite et vous le féliciterez de ma part, les amis. Donc voilà, parce qu'il n'y en a pas deux des frères, il y en a un troisième aussi qui joue pas mal. Les amis, je sais que vous avez regardé la rencontre hier, vous avez suivi ça à distance. Et on va faire un petit tour de table. Je voudrais que chacun me donne son homme du match, son homme du Classico. On va commencer ici en plateau. Alex. Moi, Raskin. Parce que je trouve qu'il a... vous avez évoqué d'ailleurs ses stats à la fin avec Patrick. C'était super intéressant. D'abord, c'est le type de joueur aussi avec lequel tu peux te permettre de jouer à 3 au milieu quand tu as un exclu. Parce que c'est ce qui s'est passé. Il a laissé 2 attaquants. Et lui, comme il a un gros volume de jeu, je trouve que c'était un match qui lui convenait en plus particulièrement bien. Je l'ai trouvé bon. Je l'ai vraiment trouvé bon. Nicolas Raskin, je note ça. Joao Klaus, que j'ai trouvé très bon dans les difficiles ballons qu'il a eu à négocier parce que Mouleka n'a pas fait un grand match et donc Klaus était un peu seul devant pour essayer de créer des choses et il est à la base de toutes les occasions du Standard quasiment. Il aurait pu provoquer un carton rouge de Harwood Bellis qui à un moment fait à 2-3 contacts un peu musclés avec lui en quelques minutes et donc il est parvenu à... C'est un peu lui qui a remis le feu dans le Standard, j'ai l'impression, dans ce Classico, après le début de match difficile. Ouais, un des meilleurs rouges, d'ailleurs, depuis le début de la saison, l'attaquant liégeois. Polo, de ton côté, si tu dois désigner un homme du match. C'est vrai que Raskin a fait un bon match et Joao Klose aussi, mais j'ai envie de donner une mention spéciale pour le jeune Al-Dakil, en fait, parce que son premier Classico, il fait une erreur, mais je pense que cette erreur va faire de lui un autre défenseur, tu vois. Donc, j'ai envie de lui donner à lui une mention spéciale parce que je pense que depuis le début de saison, il fait un très beau match et un très bon début de saison. Et le fait de prendre un carton rouge, je suis sûr que ça a dû le faire mal. Et donc, j'ai envie de le donner à lui, on va dire.
On y reviendra d'ailleurs sur cette exclusion qui a forcément conditionné toute la rencontre. C'est vrai qu'il avait été excellent depuis lors. C'était sa 6e titularisation, son 6e match en pro. Seulement, on rappelle qu'il a 19 ans, qu'il sort du centre de formation du Standard aussi. Et tous les acteurs, les Liégeois et même Vincent Kompany, après en conférence de presse, a défendu Al Dakhil parce qu'il a une fameuse marge de progression. Donc il y a quand même 3 avis déjà et 3 avis qui vont vers un homme du match côté Standard. Je rappelle le Standard qui a perdu ce Classico. 0-1, c'est un petit peu le paradoxe d'ailleurs de cette affiche. On termine avec toi, Albert. Moi, je pense, pour moi, l'homme du match, c'est Bodard, parce que si Standard peut encore y croire pendant tout le match, je pense que c'est parce que Bodard a sorti des ballons très chauds. Donc, pour moi, c'est Bodard, homme du match pour moi. Et donc même pour le mauve, c'est un rouge, homme du match. Les amis, on se repasse en image tout ce qui s'est passé hier et puis on détaille tout ce que vous venez de dire. On débat évidemment sur les choix des uns, les choix des autres et on verra aussi sur les phases essentielles de ce premier Classico de la saison. Al Dakhil avec Verskaren, il y a une faute là. De main, carton jaune. Et carton quoi? Carton rouge, mais oui, carton quoi? Carton rouge. Mais oui, c'est logique. C'est logique, il est dernier homme, il arrête Verskaren. Ça va vite, ça va vite, ça va déferler comme cela. Refailov, est-ce qu'il l'a vu maintenant, Gomez? Non, mais là il va tout seul, c'est goal. C'est goal, Refailov, il y va tout seul et c'est but. C'est trop facile. Et là du 3 contre 3, et pourquoi pas? Davantage avec Klaus. Klaus qui va chercher qui? Ah, elle est pas mal, Mouleka. Qui se plante complètement, grosse occasion, à pied gauche. Et s'il prend la rouge là, Si la vidéo intervient. ouais, ben, la vidéo va intervenir. Bing, bang, bam, poche de derrière, carton rouge. Il le sait, un faille. Finalement, paradoxalement, c'est l'équipe qui s'impose, qui a peut-être eu plus de questions à se poser. Ouais. Ouais, image forte aussi, Vincent Kompany qui n'exulte pas au bout de cette victoire dans ce Classico, c'est assez révélateur. On va revenir aussi sur l'ambiance d'avant-match, forcément avec un stade de Sclessin bouillant, le chaudron qui portait tellement bien son nom, avec le retour du public en masse, bien sûr, le public adverse aussi, et on a vu des tifos assez incroyables. Je vais vous faire réagir, vous avez connu, et surtout Polo, cette ambiance-là, quand on pénètre sur cette pelouse dans ce stade-là, surtout qu'il y a pas mal de jeunes joueurs qu'on découvre ce qui se passe côté gauche, côté droit de la tribune. Waouh, ça doit donner énormément d'émotions en fait. Yes. Polo, dis-nous ce que ça fait. Ah ouais, non, c'est... Tu sais, moi, je regardais le match ici à la maison et il y avait des amis qui étaient là, qui m'envoyaient des vidéos, des tifos et tout ça. Ça bouillonnait en moi, j'ai envie d'être sur le terrain, quoi. C'est des choses que voilà, quand tu es standardman, quand tu es liégeois et que tu vois tous les supporters, les tifos, etc., tu as juste une envie, c'est de détruire Anderlecht, quoi. Ouais, ça te booste énormément. De l'autre côté, Albert, quand on est là et qu'on voit tout ça, qu'on entend ce bruit, cette chaleur populaire, on peut être impressionné en fait. Impressionné, je pense. Après, ça dépend le type de personne qu'on est. Par exemple, moi, tout ça, ça me donne de l'énergie. C'est ça qui me donne envie d'être sur le terrain, de jouer au foot. Il y en a peut-être, ça va leur procurer du stress, mais moi, c'est de là que je tire mon énergie. Donc, il n'y a pas pour moi un meilleur endroit pour jouer un match comme cela. Ouais, après, je ne les ai pas trouvés, les plus jeunes, stressés par l'événement. Je pense qu'ils ont surtout été boostés par l'ambiance de ce stade. On revient sur la première phase. Forcément, elle nous ramène à Al Dakhil. Alex, je veux avoir ton avis purement technique par rapport à cette phase-là. Donc, le carton, on est tous d'accord. Il doit prendre ses responsabilités, il doit l'exclure, même si c'est après 7 minutes. Il est en retard, il rate son contrôle. Verskaren part dans la profondeur, il accroche dernier homme. La sanction, elle est tout à fait logique. Forcément, ça va conditionner tout le reste. Mbaye, il peut jeter à la poubelle tout ce qu'il avait préparé. Oui, c'est évidemment, ouais, parce que ça change l'histoire de la rencontre. Maintenant, je pense que Al Dakhil, au moment en fait, où il reçoit le ballon, il anticipe déjà quelque chose de plus que la course de Verskaren. Parce qu'on le voit, il part à l'intérieur. Il n'a pas vu que Verskaren est en train de presser à l'intérieur, enfin de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est ce qui fait aussi que son contrôle, en fait, je pense pas qu'il est raté son contrôle, mais il n'a pas vu que Verskaren était en train de le charger. Il ne l'a pas vu tout de suite. Et donc derrière, voilà. Et l'autre, il a été malin, il a senti le coup et il a bien vu qu'il y avait une possibilité pour lui de récupérer le ballon. Guillaume.
Je suis d'accord sur le fait que Verskaren joue très bien le coup. Parce que en fait, Al-Dakhil fait la faute et puis il s'arrête de faire la faute quand il se rend compte qu'il est en train de faire une bêtise. Il retire les mains parce qu'au début il le retient vraiment et puis il retire les mains genre oula, il vaut peut-être mieux que je fasse pas cette faute là et que je reste dans le match. Mais Verskaren à ce moment-là a perdu l'avantage qu'il avait et donc c'est plus avantageux pour lui de gagner la faute que d'aller dans un duel contre Bodard où il a perdu le petit mètre d'avance qu'il avait et donc il joue très bien le coup. C'est assez paradoxal parce qu'il y a faute, c'est incontestable que sans l'intervention d'Al-Dakhil, Verskaren se présente seul face au but dans de très bonnes conditions. Mais au moment où c'est sifflé, il n'y a plus faute. C'est vrai. C'est vrai, mais ce premier contact, il est là, Ouais, il est c'est ça, existant et Verskaren joue effectivement très très bien le coup. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là, Polo? Toi, quand tu vois le match à distance, tu te dis ouïe, 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 c'est mal embarqué là du côté du Standard ou tu as une autre analyse? Ouais, non, tu te dis, oui, 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 tu vois, parce que c'est jamais facile de jouer à 10 contre 11, tu vois. Mais enfin, il y a un seul truc, c'est quand tu joues à Sclesa, bah, tu sais que tout est possible, en fait. Mais parce que tu sais que les supporters, ils vont pousser et que ça va te donner un autre boost et que l'équipe adverse, bah, forcément, ils vont un peu stresser. Mais ce qui est dommage, c'est que Anderlecht marque juste après. Donc, après ça, bah, ça te donne un coup directement, quoi. Ouais, le Standard n'aura pas réussi à tenir assez longtemps en fait, hein, ce 0-0 après cette exclusion. Il y a eu une petite période de flottement aussi où on met du temps avant de faire rentrer Ngoy également. Il hésite. Il y a Chimirot aussi qui doit redescendre un petit peu dans l'axe. À l'inverse, toi Albert, qu'est-ce que tu te dis suite à cette exclusion là et cette ouverture du score en fait rapide? Je me dis, quand Al-Dakhil prend la rouge, je me dis c'est dommage parce qu'en tant que spectateur neutre, tu as envie que ce match se joue à 11 contre 11. Mais bon, après, j'étais content pour Anderlecht parce que Me dis je pas que tu es un savais que ça. spectateur neutre, hein, Albert. Ouais, non, mais bon, voilà, quand tu regardes le match et que tu as envie de voir du beau spectacle, tu as envie que ça joue à 11 contre 11. Mais bon, après, j'étais content pour Anderlecht parce que je savais que c'était un avantage. Mais bon, après, pour le jeune Al-Dakhil, j'aime pas quand on dit que c'est une erreur de jeunesse parce que c'est un contrôle qui peut rater. Je pense qu'il y a des joueurs aussi plus vieux qui peuvent rater ce genre de ballon. Mais bon, après, où on peut dire que c'est la jeunesse, c'est où il prend la rouge parce que je pense qu'avec un peu d'expérience, tu le laisses aller au goal et peut-être qu'il marque, peut-être qu'il rate. Mais le match, tu es toujours à 11 et puis vous jouez encore 11 contre 11. Mais bon, voilà, je pense que ça, avec le temps, il va apprendre. Et puis malheureusement pour lui, il y a Rafaelov qui joue bien le coup et après il met le 1-0. Ouais, c'est vrai que sur ce but-là, on a vu beaucoup d'espace dans les intervalles, aussi bien pour Verskaren que pour Refaelov et personne qui ose véritablement l'attaquer. Après, le côté technique de l'Israélien qui fait toute la différence aussi sur cette action. Si Refaelov, auteur d'une déclaration un peu polémique par rapport au terrain et au fait que le Standard ne l'avait pas assez arrosé, il disait on a sabordé la rencontre. Je trouvais ça un peu Il inapproprié. a surtout dit une expression géniale que j'avais jamais entendue, le ballon était comme un lapin. J'avais jamais entendu, j'ai trouvé ça très bien. Insaisissable comme un lapin, disait-il. En tout cas, c'est d'autant plus inapproprié. C'est une fausse excuse, ça, en fait. Ouais, parce que c'est d'autant plus inapproprié qu'il gagne. Alors pourquoi aller dire ça? Il a gagné. Je veux dire, s'il perd, à la limite, il peut encore. Tu vas te dire, ok, les mauvais perdants, ils disent ça, voilà, pourquoi pas. Mais s'il gagne, il n'a pas besoin de sortir un truc comme ça, parce qu'en plus, je trouvais que c'était. Pour moi, c'était faux. La semaine dernière, contre Malines, le terrain était très bien arrosé en première mi-temps. Et ils ont fait une mi-temps. Sauf vraiment. que Malines fait mieux tourner le ballon qu'en Voilà. direct. Mais ils ont fait une mi-temps épouvantable. La première mi-temps, donc je trouve que ça c'est un peu bête d'avoir dit ça. On poursuit dans l'analyse. On écoute tout d'abord Hugo Siquet, un des jeunes visages du Standard qui voulait insister sur le caractère, la grinta liégeoise. Je pense qu'on peut dire qu'on a tout donné. Voilà, moi j'ai plus d'énergie, c'est ce qu'on s'était dit à la mi-temps. Si on perd, ok, mais autant revenir dans le vestiaire à la fin du match avec des crampes, ça ne va plus marcher. Et je pense que c'est le cas. C'est des circonstances atténuantes qui nous coûtent un peu le match. Après, voilà, je suis content de ce qu'on a montré en deuxième mi-temps. On a montré que voilà, même à 10, on était capable de se créer des occasions et on a mouillé le maillot comme on devait le faire. On a donné tout ce qu'on pouvait et je pense qu'on ne peut pas avoir de regrets sur ce match. Polo, c'est ça qui fait que les supporters sont, je ne vais pas dire contents parce qu'il y a cette défaite, mais peuvent voir l'avenir avec du positif parce que les joueurs ont tout donné, parce que les joueurs ont mouillé le maillot. On sait que ça fait partie de l'ADN du club. Ouais, je pense que c'est pour ça que les supporters étaient contents parce que voilà, il y a des jeunes
il y a beaucoup de jeunes et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils devaient faire, bah, c'était mouiller le maillot et ils l'ont fait, tu vois. Et c'est pour ça que tous les supporters du Standard, même si tu as toujours envie bah, de gagner et au moins d'obtenir un match nul, mais ils ont fait ce qu'ils devaient faire et c'était mouiller le maillot. Est-ce qu'il y avait une autre option, parce que Mbaye a repositionné techniquement, notamment son milieu de terrain, une autre option que défendre, attendre, essayer de sortir comme ils l'ont fait en deuxième mi-temps, mettre la pression à certains moments? C'est difficile parce que d'un côté, tu te dis, ben, tu as envie de marquer, tu as envie de faire un résultat, mais d'un côté, tu te dis, tu n'as pas envie de prendre une raclée, tu vois. Donc, tu vois, c'est essayer d'avoir cette balance. Soit on y va à fond et on donne tout, on s'en fout, on n'a rien à perdre. Ou soit on se dit, ben, on va essayer de ne pas ramasser et de faire un contre ou un truc comme ça pour essayer de marquer, quoi. Mais je pense en tant que coach, et surtout ben, que Mbaye aussi, ben, il commence. Donc, tu sais peut-être pas quoi faire. Toi, même moi sur le terrain, je sais pas quoi faire. Quoi. Alex? Bah, l'idée de garder les deux attaquants, moi je trouvais ça bien déjà. Parce que je l'ai expliqué d'ailleurs tout à l'heure avec Raskin, c'était une manière aussi de dire ok, là on va savoir le faire parce on a des gars qui sont capables de compenser. Bon, je trouvais ça bien. Bon, ils ont quand même dû défendre. Klaus il a défendu. Je suis pas en train de dire qu'il n'a pas défendu, mais en tout cas en termes de profil, il n'a pas fait sortir un joueur un joueur offensif pour remplacer par un défensif et passer en 4-4-1 comme plein d'équipes le font. Et je trouve aussi en faisant ça, il a vis-à-vis du public, il s'est bien servi d'eux. Parce que je trouve qu'à un moment donné, la partie, on avait vraiment le sentiment que le Standard était pas loin de l'égalisation. Ça se mettait bien pour eux, le match était haché. Il y avait des situations où l'arbitre était quand même mis sous pression grâce à la présence du public. Et tous ces éléments-là, additionnés les uns avec les autres, me faisaient penser à ce moment-là, j'avais l'intuition, comme on l'a tous, à un moment donné, de se dire ils sont plus proches de l'égalisation que de prendre un second but. Même si Bodard, comme le disait Sambi tout à l'heure, a joué son rôle de manière excellente. On est d'accord. Guillaume, tu partages aussi Oui, je trouve que autant tactiquement, le fait de passer en 4-4-1, ça aurait pu l'aider, notamment sur exploiter le dos de Murillo, de Gomez, qui sont un peu les points faibles défensifs d'Anderlecht depuis le début de saison. C'est des latéraux qui montent beaucoup. Donc il y a de la place dans leur dos. D'ailleurs, on voit de plus en plus, quand Anderlecht construit, Cullen et Olson, ils se positionnent presque comme latéraux pour couvrir déjà la perte de balle. Mais rester à deux, ça faisait peser pas mal de pression sur Harwood Bellis qui s'est bien repris, mais qui, milieu de première mi-temps, perdait un peu les pédales sur 2-3 actions consécutives. Sur Hout, qu'on a vu capable de faire une erreur quelques fois. Donc c'était malin et je pense que c'était surtout psychologiquement un bon message pour ces joueurs. Passer en 4-4-1, ça veut dire les gars, on va tous se mettre derrière et on espère qu'à un moment il va se passer un truc. Là, on reste avec deux attaquants. Le message, c'est on reste conquérant parce qu'on n'est pas ici pour être battu, surtout qu'il fait le changement quand il a encaissé. Polo, quand tu vois le début de saison du Standard emmené par Mbaye, quand tu vois les points qu'il a été chercher, mais aussi les raclés que le Standard a déjà ramassés, que ce soit face à l'Antwerp et face à l'Union, tu vois cette saison et l'avenir à court terme avec de l'optimisme ou tu as quand même pas mal de doutes, notamment liés au contenu créé ou proposé qui, sur certains matchs, est insuffisant? Le Standard a toujours été comme ça. Des fois, on va te faire un match de dingue et puis après, on va te faire un match, on va se dire, mais oui, tu vois. Donc, je pense que là où ils sont actuellement, avec toutes les circonstances et tout ce qui s'est passé, les jeunes et tout ça, je pense qu'ils sont pas mal. Et il y a des bons jeunes, mais je pense que ces jeunes ont besoin d'être accompagnés par des joueurs d'expérience, comme on a pu le voir dans les anneaux standards, où à chaque fois qu'il y a eu des bons jeunes, ils ont été accompagnés par des gens qui avaient de l'expérience. Et je pense que s'ils arrivent à trouver cette balance-là, je pense que le Standard peut aller loin. Les critiques par rapport à Mbaye, justifiées ou pas, selon toi? Des critiques, tu en auras toujours. Hein. C'est toujours comme ça, que ce soit coach, président, directeur, joueur. Ça fait partie du football. Après, justifier, je ne pense pas, parce que je pense qu'il essaye de faire avec ce qu'il a. Donc, je pense que les critiques, pour moi, elles ne sont pas justifiées. Albert, tu t'évoquais tout à l'heure le cas d'Arnaud Bodard, certainement un des meilleurs Liégeois depuis le début de la saison et souvent élu homme du match par les téléspectateurs, les internautes. Toi qui
gravite maintenant dans le giron de la sélection des Diables Rouges. Est-ce que c'est le moment de lui offrir une sélection avec les Diables, même si on sait qu'avec Courtois, Mignolet, Castells, Sels, il y a du monde à ce niveau-là, mais est-ce qu'il ne la mérite pas de la recevoir, cette chance-là? C'est difficile de me positionner là-dessus parce que j'ai pas. Allez, c'est le coach qui décide, mais je pense qu'un jeune comme Bodard qui fait bien et qui est bien occupé dans le championnat belge, je pense que pour moi, il a toujours sa place dans la sélection et je pense qu'il faut préparer l'avenir aussi. Donc, je pense qu'avoir quelqu'un comme Bodard avec l'équipe nationale, ce serait pas mal. Polo, ton avis? Ouais, ben, c'est vrai que Arnaud a beaucoup de qualités, mais quand tu regardes les gardiens actuels, comme tu as dit, tu as cité, il y a Koun, il y a Thibaut, il y a Mignolet, et quand tu sais qu'un gardien, il peut jouer jusqu'à je ne sais pas quel âge, donc 40 ans. difficile. Donc, Non, j'exagère. c'est difficile, mais je pense que quand tu regardes ses performances depuis le début de saison et aussi le leader qu'il est en train de devenir, je pense qu'à un certain moment, même pour lui, je pense que ça va le booster et j'espère qu'il sera appelé. Mais c'est difficile parce qu'il y a des grands gardiens. J'ai encore regardé le match de Bruges-Charleroi et j'ai vu l'arrêt que Mignolet fait. Tu vois, c'est non, c'est difficile, mais j'espère pour lui qu'il va être appelé. C'est vrai que c'est encore un autre niveau. C'est prématuré, Alex? Ouais, c'est mon avis aussi. Moi, je partage pas. Il tombe malheureusement à un trop mauvais moment. Il y a trop de bons gardiens en équipe nationale. Castells, tu vas pas le bouger. Mignolet, tu bougeras pas. La hiérarchie, elle est établie et c'est très difficile de pouvoir s'intégrer dans cette hiérarchie, sauf, et je leur souhaite pas, éventuelle blessure. Tiens, en parlant des gardiens, on va écouter le capitaine anderlechtois, Hendrik van Krombrugge, qui faisait et qui nous livrait son analyse du match hier après la rencontre et qui évoquait avec beaucoup de lucidité la faiblesse dans le jeu anderlechtois. Très honnêtement, je pense que on peut être satisfait du résultat. Et le fait que c'est un classico, ça rend la satisfaction encore plus grande. Mais pour le reste, je pense qu'il y a peu pour être satisfait. Je pense que le jeu n'était pas bon. Qu'on a joué contre 10 ou contre 11 ou même contre 9, on n'a pas su créer des occasions, on n'a pas su jouer notre jeu. Donc ça, on va pas être trop euphorique non plus. Mais voilà, ça reste un classico, il faut le gagner. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui et on prend la confiance pour le match prochain. Il a vu et il a vécu le même match que nous, hein, Hendrik van Krombrugge. Albert, si tu dois terminer ma phrase, hier Anderlecht était... Pas bon. Polo, hier Anderlecht était... Mauvais. Alex? Pas suffisant. Guillaume? Brouillon. C'est clair que ça inquiète quelque part parce que tous les ingrédients étaient réunis. Une exclusion rapide, le fait de marquer aussi très vite après cette exclusion. Et voilà, on a ce sentiment-là côté bruxellois quand on analyse, quand on dissèque cette prestation, que finalement, il gagne, c'est vrai, mais sans motif réel de satisfaction. On l'a vu. On l'a entendu de la part de Van Krombrugge. Compagnie de discours était un petit peu différent. Voilà, même si il le sait lui-même que finalement son équipe a peiné, son équipe a souffert. Certes, elle a eu la maîtrise, mais elle n'a pas produit assez. Pas ce qu'on devait attendre du Sporting d'Anderlecht dans les circonstances d'hier. Non, c'est ça. Je pense qu'ils sont encore en train de reconstruire que le départ d'Albert et celui de Nmecha, c'est peut-être quelque chose qu'on sous-estime. Parce que c'était vraiment le point central du jeu d'Anderlecht. Et ils ont été remplacés par des profils très différents. Parce que quand on voit Olsson, il a plus un profil proche de celui de Cullen, même s'il est plus à l'aise techniquement, mais il joue plus de la même manière que Cullen que de la manière dont jouait Sambi. Et Kouamé, c'est pas du tout le même profil que Nmecha. C'est un attaquant beaucoup plus puissant dans la profondeur, qui est d'ailleurs très impressionnant à ce niveau-là. Mais donc, au final, ils ont dû un peu inverser la façon dont ils jouaient. Avant, ils s'appuyaient sur Nmecha et ça courait autour de Nmecha. Et maintenant, c'est les attaquants qui courent et c'est les joueurs de côté qui sont plus créatifs, alors que l'année passée, on avait plus de... Donc ça a tout inversé et Anderlecht doit réapprendre à jouer avec ce noyau-là, et j'ai l'impression que c'est pas encore prêt. Albert, par rapport à l'analyse que vient de donner Guillaume, ton départ, celui d'Nmecha, le fait qu'on reconstruise autre chose avec d'autres joueurs, ça peut expliquer ce qu'on a vu ou ce qu'on n'a pas vu hier côté bruxellois? Oui, c'est sûr. Je pense que le départ de moi et Nmecha, ça n'a pas été facile pour Anderlecht parce que dans ce genre de match, quand on faisait l'analyse après
le match, on regardait Simon et Nmecha, on avait été à niveau. Et je pense que voilà, aujourd'hui, il faut un peu de temps, il faut que les connexions, faut qu'il y ait des bonnes connexions entre les joueurs. Et on sait que ça prend un peu de temps avant d'imprégner le système de Vini. Mais entre Cullen et Olson, voilà, on va pas dire que c'est des profils similaires, mais c'est des profils qui se ressemblent quand même. Par exemple, Olson, moi j'attendais beaucoup plus de lui au niveau de la construction du jeu, au niveau des projections, au niveau de son apport offensif. Là, pour le moment, je ne vais pas dire qu'on joue quasiment avec 2-6 à l'un côté de l'autre, mais parfois ça y ressemble quand même, hein, Albert. Non, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que quelqu'un comme Kana qui sait casser des lignes de derrière, je pense que c'est plus un profil qui ferait du bien, je pense, avec soit Cullen ou soit avec Olson. Mais bon, voilà, c'est un profil qui est pas facile à trouver, ça c'est sûr. Ouais, Marco Cana, hier en tribune, hein, tout comme Sardella, et d'ailleurs on reviendra sur le process anderlechtois dans quelques minutes parce que je voudrais avoir ton avis là-dessus. Hier, Oulba a-t-il blessé côté mauve, Alex? Bon, ils n'ont jamais su poser le jeu et avoir le contrôle du match. Ça a été ça le gros problème, c'est que même avec un homme de plus, ils n'ont pas eu le contrôle de la rencontre. Je crois que Compagnie d'ailleurs l'évoquait en interview, si mes souvenirs sont bons. Mais tu l'expliques comment? Et moi, je vais quand même revenir sur ce que tu évoquais à l'instant. C'est le fait aussi que tu peux pas non plus, dans une équipe, empiler les offensifs. C'est pas possible. Et dans son cadre 2-2-2, il y en a beaucoup des offensifs. Et je pense qu'il y a une chose qu'on a peut-être un peu négligée ou qu'on a omise par rapport à la seconde mi-temps contre Malines la semaine dernière, c'est la rentrée de Verskaren, qui a quand même, je trouve, un profil différent de celui de Raman dans les relais qu'il peut amener. Alors hier, ça n'a pas été fameux. Mais il a quand même été intéressant dans ce Mais poste-là. il a été intéressant. Le but part de ça, d'un relais qui vient donner à l'intérieur du jeu. Et le problème, effectivement, c'est que Aïtelaj commence à revenir, mais il n'est pas encore au niveau auquel il était l'année passée. Et c'est un peu le seul milieu qui demande le ballon plutôt que courir en profondeur. Tout à fait. Donc, quand tu empiles tous ces joueurs, avant Verskaren, hein, je veux dire avant que Verskaren puisse de nouveau jouer dans cette équipe, quand Raman était là, mais tu as quand même besoin, je veux dire, Vincent Compagnie, il n'est pas fou aussi, il se dit à un moment donné, il faut quand même aussi asseoir notre base défensive. Olson, il a quand même été transféré pour jouer avant tout. Je comprends, Marc m'avait fait la même réflexion, il me disait, est-ce qu'il n'y en a pas un de trop? Quand Verskaren est monté au jeu, on n'a plus eu cette réflexion. On s'est dit, tiens, là, il y a de nouveau du jeu. Mais c'est plus un milieu offensif, Verskaren, que vraiment un attaquant. Parce que d'ailleurs, je crois que Sambi le confirmera, Paul aussi, il a été formé dans cette position. Et 10, souvent seul dans un triangle avec 2 milieux défensifs en dessous de lui. Donc, je trouve que cette position d'intérieur à Verskaren, moi, j'aimais pas, parce qu'il perdait son jeu. Et je trouve que quand il a la responsabilité offensive du jeu, il s'y retrouve un petit peu mieux. Et ça reste un joueur vraiment très talentueux et très intelligent. Albert, pour l'avoir côtoyé, forcément, Jari Verskaren, sa meilleure place, ou en tout cas, est-ce que cette position-là de second attaquant venant dans l'axe, c'est quelque chose qui est fait pour lui? Comme Alex a dit, en fait, je pense, si on compare Jari qui a joué hier contre le Standard et Jari contre Malines, je pense que la différence, c'est la position. Si on voit la position de Jari contre Malines, il était au milieu et je pense que c'est là où il se sent le plus à l'aise. Et quand tu le mets sur un côté, il a difficile et il a pas ses repères. Donc, je pense que Jari, pour avoir le vrai Jari qu'on connaît tous, je pense qu'il doit jouer en 10 seul et derrière un attaquant. Polo, toi, ton avis sur l'animation offensive du Sporting Anderlecht? Tu sais, je dis souvent, on ressent l'importance d'une personne quand elle n'est plus là, tu vois. Parce que des fois, quand elle est là, on se dit, ah, il n'est pas beau, il n'est pas là. Et je pense que mon frère était cette, on va dire, c'est pas pour le jeter des fleurs ou quoi, mais dans un match comme hier, c'est lui qui allait prendre le contrôle. Et je pense qu'à Anderlecht, il manque, depuis que mon frère est parti, dans le milieu, c'était lui qui prenait le contrôle. Et en attaque, c'était Nmecha. Parce que Nmecha, vous le voyez comme il est, mais c'est aussi un leader, on va dire, naturel. Et je pense que c'est ce qu'ils essaient de chercher, notamment avec Rafaelov, qui est un leader technique, mais je pense qu'ils essaient de chercher plus qu'un leader technique, quoi. Et je pense qu'ils n'ont pas encore trouvé trouvé ça. Parce que hier, un match comme ça, quand tu joues à 11 contre 10, moi, je suis au Standard, je suis à 11 et on joue comme ça, mais il faut qu'on les tue, tu vois. Et hier, j'ai pas trouvé ça. En fait, j'ai pas trouvé ça à Anderlecht, tu vois. Pour eux, c'était normal et je pense que c'est le fait qu'il manque ce type de leader, pour moi. Oui. Et pour compléter ce que tu dis, Polo, moi je trouve aussi qu'il leur manque d'un joueur
chose que Sambi faisait, c'est qu'il est capable d'alterner le jeu court avec le jeu long. Parce que je trouve qu'Olson et Cullen sont deux joueurs, ça c'est vrai qu'ils sont des joueurs qui avant tout cherchent le jeu. La conservation, quoi. Ils Ouais. font des passes pour garder le ballon et C'est ils ça. n'essayent pas assez. Et je Mais trouve- je me souviens, le Classico l'année passée, que Anderlecht gagne 1-3, je pense, à Sclessin, Mhm. où il y aurait pu avoir une carte Mhm. rouge très tôt dans l'autre sens Ouais, avec tout à fait. Lorenz. Donc ça aurait pu être un match un peu inversé, mais ce match-là, c'est Diaby qui joue devant avec Nmecha, et donc Diaby offre de la profondeur, Nmecha est tout seul au milieu, et Albert, je pense, est à la base d'un des buts, du but de Nmecha, je crois, sur un centre d'Amouzou. Mhm. Je le rejoue dans ma tête, c'est pour ça que mais donc, on avait vraiment senti cette différence il y avait eu de la place au milieu que Nmecha et Sambi avaient bien exploité. Et ici, il y avait un peu la même place et elle n'a pas été exploitée de la ça, même manière. ça vient parfois, mais des pieds de Hout, quoi. Parce que lui, aller de la gauche vers la droite, il a une bonne diagonale ici à aller chercher le côté opposé. Mais je trouve que c'est pas spécialement à lui à faire ça. Non, Et le il- joueur qui crée le plus de danger à Anderlecht, c'est Gomez depuis le début de saison. Tout à fait. Il est arrière gauche. Ouais, c'est le meilleur passeur d'ailleurs de cette équipe. Albert, pour une des conclusions rapidement, quand Anderlecht, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la jeunesse, du Made in Nerped, etc. Quand on regarde la feuille de match d'hier, Francis Amouzou sur le banc, et puis Eladj Everskaren titulaire. Quand on regarde depuis le début de la saison, parfois on a joué qu'avec un seul des gamins formés à Nerped. Est-ce que tu as l'impression que Vincent Kompany freine un petit peu à ce niveau-là? Parce que quand on analyse les matchs, les chiffres, on sent qu'il y a une vraie régression quelque part du process. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il régresse à ce niveau-là. Mais bon, je pense que quand tu es un jeune, il faut aussi prester. C'est pas parce que tu es un jeune qui sort du centre de formation, pardon, que tu vas être sur le terrain. Je pense que quand tu es jeune, une fois que tu es sur le terrain, tu dois prester ou sinon tu deviens un joueur comme les autres. Et si tu ramènes pas de la qualité, si tu fais pas ce qu'il faut sur le terrain, alors à ce moment-là, tu peux être aussi sur le banc. Donc, je pense pas que c'est Vini qui dit qu'il va se passer un peu des jeunes. Je pense que c'est les jeunes qui doivent plus montrer qu'ils ont leur place sur le terrain. Voilà donc pour l'avis d'Albert Sambi Lokonga et de Paul-José Mpoku. Merci messieurs d'avoir passé ces quelques minutes en notre compagnie. On se donne déjà rendez-vous pour débriefer ensemble le deuxième Classico. Vous venez quand vous voulez sur Eleven Pro League et dans Eleven Insiders. Bonne suite de saison du côté de Londres, d'Arsenal et de la Turquie avec Konyaspor. Ciao ciao les amis et à très bientôt. Que tout se passe bien pour vous. Et avant d'aborder évidemment Yannick Carrasco, je voulais aussi souligner l'excellente prestation de la team arbitrage avec Nicolas Laforge sur le terrain, avec Jonathan Lardot dans le VAR également, et remercier Bertrand Layec, le patron de l'arbitrage, le directeur technique du département arbitrage, qui était venu hier en avant-match et en après-match pour débriefer la prestation de son équipe à lui, chose qu'il reviendra faire dans les prochaines semaines. On lui enverra une petite invitation pour Anderlecht Bruges. Voilà donc pour le débrief du Classico. On se quitte l'espace de quelques secondes et on aborde la thématique Yannick Carrasco. Vous êtes toujours dans Eleven Insiders, c'est parti pour la deuxième partie de cette émission, évidemment avec le football international, le football européen. On vous a parlé du thème tout à l'heure, on s'intéressera dans quelques instants à Yannick Carrasco, le Diable Rouge qui évolue, vous le savez, du côté de l'Atlético Madrid. Mais avant d'aborder ce thème-là, ce sujet-là, on va aussi débriefer le week-end européen de nos Belges, de nos Diables Rouges à l'étranger. Et vous avez tous les deux préparé un top 3, messieurs. Je commence avec toi, Alex, ton top 3 du week-end. Moi, j'ai pris Trossard, Meunier et Castells. Alors, Trossard parce qu'il a été décisif la semaine dernière pour son début de saison aussi. Ici, il l'a encore été puisqu'il a offert un assist, un super coup franc. Castells pour l'ensemble de sa saison. Moi, je trouve qu'il est vraiment très bon depuis le début. Il a été très bon aussi en Ligue des Champions. Son équipe reste encore invaincue. Il n'a pas eu grand-chose à faire ce week-end, mais il est rassurant et je trouve que c'est un garçon parfois sur lequel qui est passé un petit peu à travers les gouttes et finalement qu'on sous-estime peut-être un peu. Et alors Meunier parce qu'il se relance bien. On a enfin un bon Meunier qui enchaîne les assists. Il en a encore donné un ici pour Haaland ce week-end. Et c'est bien de le retrouver comme ça. J'ai l'impression quand même qu'il y a peut-être une nouvelle dynamique qui s'installe pour lui dans cette équipe de Dortmund. Oui, à noter qu'à Dortmund, les premières minutes aussi de Torgan Hazard, depuis sa blessure, depuis la mi-août, ça c'est aussi assez positif. Et puis concernant Wolfsburg, pour la première fois, 3 Diables Rouges au coup d'envoi, parce que pour le moment, ils n'avaient pas forcément une voix au chapitre. On les a vus, notamment Luke Bacchio aussi, qui était intéressant et remuant. On sait que le contingent belge de ce côté-là est important également. Guillaume, ton top 3 à toi du week-end. Thibaut Courtois, autant pour ce qu'il a fait en milieu de semaine contre l'Inter, où il a vraiment sauvé le Real Madrid, notamment pendant toute la première mi-temps, et il fait encore un bon match
contre Valence, il prend vraiment énormément de points. Et je voyais Marca qui disait cette semaine, pour l'instant, c'est le meilleur gardien du monde. El Muro, Ouais. le mur. Et c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait depuis des années, hein, mais là, il est vraiment dans une très bonne forme. Michy Batshuayi, qui a l'air d'enfin prendre du temps de jeu, de s'épanouir. Il met un but et une passe décisive ici pour une victoire importante pour Beşiktaş. Et alors, un joueur dont le transfert est un peu passé inaperçu, qui s'est blessé en plus, Denis Pratt, qui fait un bon match avec Torino jusqu'à sa blessure, qui malheureusement a l'air relativement grave. J'ai lu que ça parlait d'une absence jusqu'à la prochaine trêve internationale, et donc Dommage. peut-être de rater la Ligue des Nations, mais c'est avec un coach, Ivan Djuric, qui est un coach qui presse beaucoup d'hommes contre hommes au milieu de terrain. Ça correspond bien au joueur que Pratt est devenu. Juste une petite parenthèse aussi, parce que tu parlais de Michy Batshuayi, et c'est vrai que la Ligue des Nations arrive, hein, le prochain rassemblement des Diables, et vu les performances de Charles de Ketelaere, beaucoup se posent la question, hein, du rôle du substitut de Lukaku. De Ketelaere en plein boom à ce poste de numéro 9, et Batshuayi qui a réussi ses débuts comme avec Beşiktaş. On se posait la question, est-ce que c'est un club pour lui, est-ce qu'il va enfin performer et se relancer quelque part? Ça semble être le cas, donc il y a une vraie bataille là au niveau de la sélection de Roberto Martinez. Oui, je pense que l'avantage que peut avoir Martinez par rapport à De Ketelaere, c'est que dans son système où il y a deux joueurs qui sont très proches de l'attaquant, De Ketelaere peut s'épanouir dans ce système-là, qui est différent du fait que quand Philippe Clément faisait un 4-3-3 l'année passée, où De Ketelaere devait vraiment coller la ligne, comme Kamal Sowa le fait un peu maintenant. Et en fait, on voit Kamal Sowa qui a les mêmes problèmes que De Ketelaere à tenir ce rôle, parce que c'est plus un joueur qui s'épanouit dans l'axe entre les lignes. Je pense qu'avec les Diables, le poste qu'occupe d'habitude Dries Mertens, par exemple, c'est un poste qui peut parfaitement convenir à De Ketelaere. Ouais, je pense aussi. Il l'a dit lui-même, hein, qu'il préférait jouer dans l'axe, et je pense que c'est là qu'il s'épanouit le plus. Il y a même joué quand il était jeune en défense centrale. Non, mais c'est vrai, c'est un joueur d'axe, il a cette qualité. Après, il peut jouer un petit peu partout, mais parce qu'il sait s'adapter, qu'il est intelligent. Mais là, on voit qu'il prend vraiment la pleine mesure de son talent. Mais après, Roberto Martinez est quelqu'un quand même qui fonctionne avec la hiérarchie qui est en place. Et tout bousculer comme ça, il va pas le faire non plus, hein. Moi, je trouve qu'il doit avoir voix au chapitre, mais il va pas tout bousculer comme ça, voilà. Parce que De Ketelaere reste sur quelques matchs de très très haut niveau, j'en conviens, hein, voilà. Mais on verra un petit peu. Je pense pas qu'il va comme ça jeter à la poubelle Michy Batshuayi. Ça, j'en suis même certain que. On sera très attentif à la sélection de Roberto Martinez, et du coup, je le disais, on va évoquer le cas de Yannick Carrasco. On va revenir aussi en images sur le début de saison du natif de Vilvoorde. Carrasco, ils étaient 2, 3 même sur la ligne. Oh, c'est un beau ballon et c'est un 5. Et c'est un 5, c'est un ballon absolument superbe de la part de Carrasco en direction de Thomas Fouquet qui inscrit son tout premier but en équipe nationale. Carrasco encore, le centre, la frappe, on ne sait pas trop. Il cherche un espace entre les dizaines de jambes barcelonaises dans le rectangle, et voilà Carrasco. Tout seul, Yannick Carrasco. Le relais de Carrasco avec le Mar, un but, un assist pour le Diable Rouge, et la talonnade est géniale de Yannick Ferreira Carrasco. Allez, voici notre Diable Rouge. On l'attendait au coup d'envoi. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas démarré la rencontre du week-end. C'était face à l'Athletic Bilbao. Il est entré à la 55e en remplacement de Lodi. Il a hérité d'une belle occasion dans les arrêts de jeu avec un long dégagement d'Oblak. Il avait été titulaire par contre en Ligue des Champions. Carrasco, c'est 5 matchs, un but, un assist depuis le début de la saison avec l'Atlético. Et on va s'intéresser, c'est vrai, à ses performances à la fois en club et en sélection nationale. On va essayer de pointer quelles sont les différences de rendement, aussi de positionnement de Yannick Carrasco. Rappel de sa carrière brièvement, hein. On sait qu'il a 28 ans, donc là il est vraiment en pleine possession de ses moyens. Il a explosé à l'AS Monaco, il est parti ensuite à l'Atlético Madrid pendant 3 saisons. Passage en Chine, rémunérateur, hein, ça c'est une certitude, pendant 2 saisons. Et là on se posait pas mal de questions, a-t-il revenir à son meilleur niveau? Il a été sacré champion quand même avec l'Atlético qui va batailler une nouvelle fois pour le titre. Yannick Carrasco, je ne vais pas dire que c'est un des chouchous de Simeone, mais presque en club, c'est un garçon en qui il a pleine confiance, et on sent depuis son retour qu'il est vraiment libéré aussi. Ouais, je pense qu'avant tout, il y a une part qui est liée aussi à la personnalité de l'entraîneur. Et si on doit faire la comparaison entre ces deux coachs, entre Simeone d'un côté, Martinez de l'autre, puisqu'on évoquera aussi son cas en équipe nationale, c'est des personnalités qui sont tout à fait différentes. Je dirais qu'il y en a une qui lui correspond peut-être un petit peu plus quand on connaît le côté, entre guillemets, sanguin, voire même chaleureux. Un petit peu, voire même un peu sauvage aussi, je trouve que Simeone entretient avec ses joueurs.
vous voyez comment il coach. Je veux dire, il y a pas Passion. La passion, tout ce qu'il met sur le terrain et parfois plus même. Mais je trouve que ça lui correspond plus. Il n'y a pas que ça, mais je pense que c'est quand même le point de départ aussi de sa relation avec Simeone qui est particulière. Il y a une libération aussi par rapport au vestiaire de l'Atlético qui est fort différent entre le moment où il part en Chine et le moment où il revient. Il ne faut pas oublier que quand il part en Chine, il a aussi de graves problèmes au genou. Oui. Il n'arrivait pas à soigner son genou avec l'accumulation des matchs et je pense que ce passage en Chine lui a permis de relancer sa carrière à ce niveau-là, au niveau vraiment de son état physique. Mais quand il revient, c'est un vestiaire où il n'y a plus Godin, il n'y a plus Gabi, qui étaient vraiment les tauliers du vestiaire et Yannick Carrasco, c'était pas leur joueur préféré, quoi, parce qu'il était c'est un peu un solitaire. Il n'était pas vraiment dans l'esprit de groupe Atlético, justement, prôné par Simeone, le combat, etc. Ça avait fait parler de manière un peu déplacée par moment, mais souvenez-vous de son but en finale de Ligue des Champions qui célèbre avec sa copine plutôt qu'avec ses coéquipiers. Il y a des joueurs de l'Atlético qui l'avaient vraiment très mal vécu. Et donc tout ça, le fait d'être dans un groupe où il est libéré de cette pression mise par les anciens patrons du vestiaire, je pense que ça a transformé le joueur parce que il a clairement beaucoup plus de responsabilités dans son jeu et dans le jeu de l'Atlético qu'avant son départ. On peut dire qu'il a aussi franchi un palier dans ce vestiaire-là, parce qu'on utilisait le terme hiérarchie tout à l'heure. Je pense que là, voilà, c'est un des leaders aussi, quelque part désormais. Oui, c'est ça. Voilà, il se retrouve maintenant, il retrouve Antoine Griezmann, qui est quelqu'un avec qui il s'entend très bien, qui va redevenir un patron du vestiaire. Je crois que c'est un vestiaire un peu moins à l'ancienne que ça l'était il y a quelques années. Et je crois que cette mentalité à l'ancienne dans le vestiaire, ça lui permettait pas de s'épanouir complètement par rapport à ça. C'était le cas aussi d'autres joueurs à l'Atlético, c'est pas seulement lui. Mais disons que c'est plus maintenant le vestiaire de Coquet que le vestiaire de Gabi ou de Godin. Quoi. Sa position avec l'Atlético, ça c'est intéressant. Messieurs, je regardais un petit peu forcément en préparant cette émission les différents postes auxquels il a joué cette saison. Il a fait 4 rencontres comme piston gauche dans un système à 3 derrière, un petit peu semblable, je veux dire, on va pas parler d'animation, mais du dispositif tactique que chez les Diables Rouges. Mais il a aussi joué 2 rencontres de Liga en tant que deuxième attaquant aux côtés de Correa. Et puis par rapport à la saison dernière, c'était 16 fois titulaire en tant que piston gauche et 18 fois en tant qu'ailier gauche dans un système avec une défense à 4 où il jouait plus haut. Donc voilà, il est utilisé aussi à différentes sauces, on l'a bien compris, même si son flanc de prédilection, ça reste le côté gauche. Mais voilà, pour Simeone, il est quand même multifactoriel, ce Carrasco-là. Oui, bon, à partir du moment où, de toute façon, il avait compris qu'il devait avant tout se reconvertir quand il perdait le ballon, c'était déjà... Parce que ça a été un gros problème quand il est arrivé à l'Atlético. Son travail défensif. Oui, il l'avait dit d'ailleurs, il lui a fallu beaucoup de temps. Je me souviens, c'était une interview qu'il avait donnée d'ailleurs chez nos confrères de Footmag. Et j'avais lu ça avec attention et il avait vraiment dit que c'était très difficile de s'adapter aux exigences de Simeone à ce niveau-là parce que lui, on lui avait pas demandé la même chose quand il était à Monaco par exemple. Et donc, ça a été la première chose, un combat vis-à-vis de lui-même. Et ensuite, je trouve qu'il a pu s'exprimer différemment parce qu'il a aussi gagné en coffre. Et c'est vraiment devenu un joueur qui a attrapé beaucoup de volume grâce à ça, parce que l'exigence de Simeone était telle qu'il n'avait pas le choix. Mais au-delà de ça, je trouve que ça, moi, personnellement, la position dans laquelle je le trouve vraiment intéressant, c'est quand il joue deuxième attaquant. Système avec 2 attaquants, et qui peut jouer un peu, je ne veux pas dire comme électron libre, mais flotter entre les lignes. Moi, j'aime beaucoup, parce qu'il a ses qualités pour, en fait, pouvoir servir d'ouvre-boîte, créer de l'espace pour son partenaire d'axe. Moi, j'aime beaucoup quand il joue dans cette position. Guillaume, par rapport à justement cet aspect-là des choses, positionnement tactique de Carrasco, oui. Mais je pense que c'est quand il joue piston gauche à l'Atlético, c'est à la fois très semblable et très différent à ce qu'il doit faire chez les Diables, parce que l'Atlético est plutôt une équipe qui mise sur ses reconversions. Et en fait, la force qu'il a en jouant à ce poste-là, c'est qu'il peut partir de plus loin. Et Carrasco, quand tous les images qu'on a en tête de ses exploits, c'est des buts où il part balle au pied à 80 mètres du but et il fait tout seul. Et donc ça, c'est facilité par l'atmosphère tactique, on va dire, de l'Atlético par rapport à celle des Diables, où souvent il reçoit plutôt le ballon à 20 mètres du but, mais collé à la ligne de touche, à l'arrêt, et il doit faire vraiment des différences complètement différentes. C'est vraiment un joueur, plus que de dribble, c'est un joueur de débordement. Et il a beaucoup moins cette possibilité de déborder son adversaire quand l'espace est réduit. C'est pour ça que le style identitaire, quelque part, de Simeone avec les Colchoneros lui convient mieux que la philosophie ou l'identité prônée par Martinez avec les Diables Rouges. Oui, je pense. C'est ça en grande partie. En fait, avec les Diables Rouges, là où il a été le plus fort,
c'est au début de ce changement de système, mais où en fait il servait surtout de fausse piste. Comme il était là, les adversaires n'osaient pas le laisser tout seul parce qu'on sait le danger que représente Carrasco. Et donc il y avait plus d'espace pour Hazard entre les lignes. Et donc c'était plus le fait d'être Yannick Carrasco que ce qu'il proposait sur le terrain qui le rendait intéressant dans le système de jeu. Et ça, finalement, avec l'adaptation des adversaires au système, les blessures d'Hazard, le fait que les adversaires ont commencé à cibler son dos et que Vertonghen ne le couvrait pas très bien, c'est un peu plus devenu un défaut sur ce qu'il faisait qu'une qualité sur ce qu'il était, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec cette analyse. En plus, je trouve que dans le système de l'Atlético, il y a une chose qui est remarquable pour bien défendre, c'est qu'ils le font tous au même moment et en même temps, parce que c'est comme ça. Voilà, c'est voulu par l'entraîneur. Et c'est pas toujours le cas en équipe nationale, où certains parfois ne doivent pas le faire, ou le font pas bien, ou le font mal, ou n'ont pas envie, ou ne savent plus. Et ça change quand même aussi, la perception qu'on a de lui. Et je trouve qu'en termes de perception, d'ailleurs, là je vais plus parler de son image, je trouve qu'elle est un peu brouillée comme ça aux yeux des Belges. C'est-à-dire C'est-à-dire, j'ai l'impression parfois qu'on le considère comme un, je vais dire comme un sale gosse, qui n'est selon moi pas, il est simplement différent. J'ai vraiment ce sentiment-là qu'il a vraiment une image brouillée et que, je sais pas si on le sous-estime, Vincenzo, mais je trouve en tout cas que c'est un joueur dont les supporters, en fait, finalement, se passeraient assez facilement. Ouais, est-ce que tu penses pas que c'est parce qu'il n'y a pas une vraie ouverture vis-à-vis du monde médiatique et dès lors vis-à-vis du public, comme peuvent l'avoir d'autres? Ouais, il est pas politique, quoi. Voilà. Il court pas après les médias, il court pas après les scoops. Il s'affiche pas auprès des médias pour faire copain avec eux. Effectivement, c'est quelqu'un d'assez entier, d'assez authentique, je pense. Et ça, c'est moins vendeur que quelqu'un pour qui soigne son image, quoi. Et certains le font très bien. Alors, on me dirait, ça fait partie du métier aujourd'hui de footballeur, probablement, pour avoir une bonne cote. Il fait pas partie, effectivement. Il a pas été fait dans ce bois-là, en tout cas, ça c'est certain. Alex, puisque la Ligue des Nations approche, il y a des matchs capitaux qui arrivent forcément. On va, tu l'as dit, tu dis que tu préfères le voir jouer dans l'axe, hein, mais dans le système Martinez. Toi, tu l'alignerais dans ce duo en soutien de Lukaku plutôt qu'à gauche, c'est ça? Mais je sais pas si c'est quelque chose qui a vraiment déjà été testé par Martinez. J'en ai pas vraiment le souvenir, probablement. Ça a dû être testé, mais c'est pas quelque chose que j'ignorerais. Mais le problème, c'est qu'il y a encombrement à ces positions. Il l'a fait quelques fois, mais jamais avec Hazard, par exemple. Jamais. En fait, il l'a fait en remplaçant d'Eden Hazard. Martinez l'a dit, après le match face à la Tchéquie, il a dit « Moi, je vois Carrasco comme piston gauche et pas comme joueur en soutien de Lukaku. » Mais je vois un match dans lequel Hazard et Carrasco étaient alignés, tous les deux, et on a vu sans arrêt des... Torgan, des permutations, des permutations entre eux, où on voyait vraiment Carrasco finalement jouer autant à l'intérieur qu'il ne jouait à l'extérieur. C'était certainement voulu par Martinez, et je les avais trouvés très intéressants tous les deux. Torgan ce soir-là, mais je ne me rappelle plus contre qui c'était, avait d'ailleurs livré une de ses meilleures prestations. C'est à l'Euro. Est-ce que c'est pas contre la? Je me demande, c'est pas contre la Russie. Fort possible. Mais oui, mais pour revenir sur cette image de Carrasco dont on parle Alex, ce que je trouve très symptomatique sur le dernier rassemblement, c'est que un des joueurs qui a récolté le plus de compliments, c'est Alexis Salemakers, qui a finalement fait des matchs très Yannick Carrasco. C'est-à-dire qu'offensivement, il a créé, il a eu beaucoup de déchets en tentant des dribbles. Défensivement, il a fait des erreurs parce que c'est pas sa grande force de défendre. C'est vraiment, en gros, il a fait du Yannick Carrasco à droite. Ouais, mais tu penses pas que c'est lié au fait que ce soit un petit gamin qui débarque dans le groupe? C'est un nouveau. Il y a un côté fraîcheur, mais ça dit aussi, à l'inverse, ça dit autant de l'image positive de Salemakers que de l'image un peu négative de Carrasco, qui s'il fait les mêmes matchs, personne va se dire wow, quel match de Carrasco, on va se dire allez, comme dit Alex, si on le prend pas, on a l'impression que personne va se dire et pourquoi Carrasco il joue pas. Ouais, et pourtant il y a une vraie question parce que voilà les pistons de l'équipe nationale, il y a pas mal de monde, il y a embouteillage à ce niveau-là, que ce soit à gauche ou à droite. Après ça dépendra de l'état de forme. On parlait de Torgan Hazard qui revient petit à petit, Meunier qui avait mal commencé sa saison, l'avènement de Salemakers qui était encore titulaire hier avec l'AC Milan face à la Juve et dans cette grande rencontre de Serie A, Castagne qui peut aussi bien jouer à droite qu'à gauche. Voilà. Qui seront les titulaires là, face à la France, messieurs, mouillez-vous? Et il a le choix. Moi, je pense que Carrasco reste toujours une valeur sûre, d'autant que sa saison avec l'Atlético, elle est quand même très intéressante. Castagne a aussi de bonnes chances de pouvoir l'être, parce qu'il a été très bon dans un autre rôle.
Et en plus, lui, il est beaucoup plus discipliné et il va jouer moins haut d'office, même que ce soit à gauche ou à droite. Même si quand il est à gauche, paradoxalement, il est sur son mauvais pied, mais il est peut-être plus intéressant offensivement. Mais ce sont des profils aussi psychologiques tout à fait différents. Moi, je trouve que c'est aussi ça qui marque leur jeu, qui font ce qu'ils sont aussi sur le terrain, pas seulement ce qu'ils font avec leurs pieds. C'est vraiment des profils tout à fait différents. Salemaker, il a un côté un peu, entre guillemets, foufou, qui lui permet finalement, grâce à son côté très imprévisible, de créer vraiment des... Ce qu'apprécie Martinez, d'ailleurs. Oui, parce qu'il est bon dribbleur, et puis il ose. Et il l'a dit d'ailleurs, il l'a relevé après son erreur en équipe nationale. Il a quand même, lui, c'est comme s'il n'avait pas fait d'erreur. D'ailleurs, je crois même que lui, il pense qu'il n'a pas fait d'erreur. Voilà. Non, mais je le dis il faut un peu parfois rien. un peu de légèreté, c'est clair. Mais ça, c'est une grande force chez lui. Donc, il n'y a pas que juste le profil tactique, il y a aussi le profil psychologique de ces joueurs. D'accord, Alex, mais qui va jouer à gauche et qui va jouer à droite? Est-ce que Carrasco... Il y a une chose qu'il faut quand même noter sur Carrasco, c'est que Brésil, il commence pas le match. France, il commence pas le match. J'allais le dire. Ouais. Italie, Portugal, il commence pas le match. Donc les 4 matchs les plus importants de l'ère Martinez, sauf si je me trompe, il est jamais titulaire, alors qu'il commence toujours le tournoi. Mais moi, tout doucement... Non, mais ça, c'est hyper intéressant. c'est vrai, ouais. Je pense que Castagne, tout doucement... Donc ça veut dire qu'il le considère dans les moments clés comme plus un substitute, un remplaçant, un joueur capable d'amener une différence à un moment donné. C'est peut-être des matchs où on aborde le match de manière plus prudente et qui considère que Torgan, quand il est là, qu'il est en forme, est un profil plus prudent à gauche, voire Castagne si on est Meunier à droite. Ça dépend aussi de la forme de Torgan et de Meunier, mais en tout cas, j'ai l'impression que Carrasco, c'est plus l'option match qu'on va dominer et on a besoin d'un offensif supplémentaire. Ok, donc pour toi, contre la France, il ne commencera pas? Je ne sais pas s'il ne commencera pas, mais en tout cas, on doit constater que sur les 4 plus gros matchs sous Roberto Martinez, il n'était pas titulaire alors qu'il était disponible. Moi, je pense qu'il fait partie de son noyau intégrante, ça c'est certain. Mais après, avec qui je commencerai actuellement, là, si aujourd'hui je dois décider, Meunier à droite et Castagne à gauche. Meunier à droite, Castagne à gauche. Voilà. C'est ce que je ferai maintenant. Bon. Je pense que c'est ça qui va se passer. Voilà, donc merci messieurs pour cette page internationale. C'est déjà l'heure de se quitter dans Eleven Insiders. Je salue Jérémy Bess, à qui je souhaite un prompt rétablissement, qui sera là la semaine prochaine pour reprendre les commandes de cette émission. Merci de nous suivre sur tous les réseaux sociaux d'Eleven Sport, sur la plateforme Eleven Sport et également en télé, puisque Eleven Insiders est disponible dès 22h en télévision. Merci Alex, merci à vous. Guillaume, et à très très bientôt. Ciao, ciao.